C'est l'une des régions habitées les plus hautes de la planète. Le Ladakh, au nord de l'Inde, est niché au creux des montagnes de l'Himalaya. Il y règne un silence monacal. Mais comme un mauvais sort, cette quiétude est troublée tous les matins quand la grande ville de Manali s'éveille. Dès l'aube, ces rues étroites sont prises d'assaut par une multitude de petits transporteurs. Ici, il n'existe qu'un seul code de la route, savoir rester zen. Et pour tout le monde. À la sortie de la ville, 2 hommes et un vieux camion hors d'âge se préparent avant d'attaquer la route, ou plutôt la piste, la plus haute du monde. Avant de partir, Ajay, le chauffeur, et Ali, le copilote, essaient de caler une 50aine de bidons à l'aspect crasseux. Ils contiennent un liquide précieux au Ladakh, du goudron. Dans le pays, très peu de routes sont asphaltées. Cette cargaison doit servir à en restaurer une, 500 km plus loin. Le voyage promet d'être périlleux. Ajay ne laisse rien au hasard. Quand la route est raide, le moteur chauffe rapidement. Et comme là-haut on manque d'oxygène, le moteur peut casser tout de suite. Et ça arrive souvent? Si on ne fait pas attention, c'est la panne. Ali vérifie chaque roue. Si un pneu éclate, c'est une chute assurée dans le ravin. S'il y a des cailloux dans les pneus, on risque de crever. Il faut les retirer avant de prendre la route, sinon c'est dangereux. Ajay et son mécanicien ne vont parcourir que 500 km. Mais la route est longue et parsemée d'embûches. Pour aller de Manali à Leh, il faut compter 3 jours. Mais si la route est trop mauvaise, ou si on tombe en panne, on peut en rajouter 2 ou 3 de plus. Je mets plus de temps à passer l'école parce que mon camion n'est pas assez puissant. Sur le plat, je fais du 20 km/h, mais dans les côtes, je ne dépasse pas 4 km/h. Et parfois, quand mon moteur chauffe trop, je suis obligé de m'arrêter et d'attendre. On peut avoir beaucoup de problèmes là-haut. Cette route est ouverte seulement 3 mois par an. Le reste du temps, elle est ensevelie sous la neige. À certains endroits, l'épaisseur peut atteindre jusqu'à 20 mètres. L'hiver, le gel fait sauter le goudron sur plusieurs kilomètres. À la réouverture de la route au mois de juillet, certains tronçons se transforment en pièges de boue. Camions et voitures peuvent rester coincés pendant des jours, les roues immobilisées dans 30 cm de mélasse. Si la route est étroite et détrempée, elle peut s'affaisser et le camion glisse. C'est très dangereux. Le Ladakh est une province indienne coincée entre le Tibet, la Chine et le Pakistan. La route qui relie Manali à Leh, la capitale du Ladakh, n'est pas entretenue. Il faut plus que du courage aux chauffeurs de camions pour en parcourir ces 500 km. Elle passe par les cols les plus hauts du monde. Aucun parapet de protection, croisement presque impossible, pont instable, éboulement et ce ravin qui leur tend constamment les bras. Les pièges sont nombreux. Sur les hauts plateaux des montagnes arides vivent les Changpa. Ces nomades se déplacent constamment pour trouver de quoi nourrir leurs troupeaux de chèvres et de yaks. Ils sont voués à une disparition certaine. Les jeunes ne veulent plus vivre comme leurs parents.
La vie est très dure ici. Il fait très froid, surtout l'hiver. Il peut faire jusqu'à -30. Donc maintenant, sur 70 familles, il n'en reste plus qu'une quinzaine. La route qui mène à la sagesse est souvent longue. Tenzin, le moine marcheur, en sait quelque chose. Vous voyez ces petits cailloux? Si je glisse dessus, je tombe. Et en hiver, quand il y a de la neige et de la glace, c'est encore plus dangereux. Tenzin retourne dans son monastère situé à 3000 km de là. Son sang-froid va être mis à rude épreuve. Arrivé au pied de la montagne, le goudron laisse place à la terre. La route se rétrécit. Ajay et Ali, son copilote, entament une première montée interminable. 50 km de lacet sur le fil du ravin. Comment vous faites quand la route est très étroite et que vous croisez une voiture? Alors là, c'est au petit bonheur la chance. On avance, on recule, et puis il y a des codes. En fait, ça dépend surtout de la place qu'il y a. Les premiers croisements se font au millimètre près. C'est bon, vas-y, vas-y. Sans son copilote mécano, Ajay, le chauffeur, aurait fini plus d'une fois au fond du ravin. Mon travail, c'est de vérifier l'état des roues. Je vérifie qu'elles ne sont pas crevées. Et puis quand on double, il ne faut pas qu'elles sortent de la route. Il faut faire attention aussi aux virages très serrés dans la montagne. Parce que le chauffeur ne peut pas voir si une voiture arrive. Je suis là pour le prévenir. Je m'assure que la route est assez solide, sinon on peut facilement avoir un accident. Ce pont est très dangereux. Regardez la hauteur. Et puis il bouge beaucoup. J'espère qu'il ne va pas s'effondrer. J'ai un peu peur, je vais quand même aller voir dans quel état il est. Avant de passer, tous les chauffeurs vérifient ces ponts suspendus. Ils sont rarement entretenus. Ce pont supporte tout juste 9 tonnes. Et mon camion pèse 9 tonnes justement. Il va falloir vraiment que j'avance tout doucement. Regardez-moi ces planches. Elles sont vraiment très abîmées. Il ne faut surtout pas que je coince une de mes roues dans un de ces trous. Mais votre camion est très chargé. Vous allez passer quand même? Je pense que je peux passer. C'est vrai que le camion est lourd, mais ça devrait aller. Je vais rouler tout doucement.
Contrairement au reste de l'Inde, le Ladakh ne subit aucune mousson. Il pleut très peu, ce qui rend la région très aride et pauvre en flore. Sans les racines des plantes pour retenir la terre et les cailloux, ces montagnes pelées s'écroulent continuellement sur la route. Pour éviter les catastrophes, il faut constamment les consolider. Il vient d'y avoir un accident là-bas. C'est la route pour aller à Leh. On est en train de l'élargir avec une seconde voie. Un bus a glissé par là-bas. Les gens ont été emportés par la rivière. On ne les a pas retrouvés. Ces ouvriers viennent des régions pauvres de l'Inde. C'est la faim qui les a poussés jusqu'ici. Des familles entières exécutent un travail de forçat pour à peine 4 € par jour. On vient du Jharkhand pour travailler et gagner un peu d'argent. On travaille ici pendant 5 mois. On arrive au mois de mai et on repart en octobre. Il y a peu d'oxygène ici. Au moindre effort, on a vraiment du mal à respirer. C'est un boulot très dangereux. Il y a 15 jours, un ouvrier est mort quand le camion déchargeait les pierres. Ces travaux sauvent des vies, mais ils paralysent la circulation. Ajay a perdu beaucoup de temps dans les embouteillages. Il va devoir rouler plus vite. S'il prend une journée de retard, son employeur va lui retirer une partie de son salaire. Pour rattraper le temps perdu, il va devoir prendre des risques. Tenzin est un moine marcheur. La route, lui, il préfère la parcourir à pied, et pour une bonne raison. Ici, des gens sont morts dans un accident de la route. Sur ce mémorial, en plus de leur nom et de leur date de décès, il y a aussi la raison de leur mort. Une route beaucoup trop étroite. Les routes sont trop dangereuses ici. Après de courtes vacances dans sa famille, Tenzin rejoint son monastère dans le sud de l'Inde. Un périple de 3000 km qu'il va faire en grande partie à pied. Vous voyez ces petits cailloux? Si je glisse dessus, je tombe. Et en hiver, quand il y a de la neige et de la glace, c'est encore plus dangereux. Pour les bouddhistes comme Tenzin, la mort importe peu. Ils croient en la réincarnation. Seule une mort violente leur fait peur, car elle annonce que leur nouvelle vie sera une vie de douleur. Chaque personne est dépendante de ses vies antérieures. Si je glisse et que je tombe, je peux mourir. C'est très dangereux. Tout le monde doit bien mourir un jour, mais si je meurs avant l'heure, c'est dommage. En même temps, si je disparais en tombant ici, c'est que c'est mon karma. C'est comme ça que pensent les bouddhistes. Si j'ai fait du mal dans une vie antérieure, mon karma devient mauvais. Alors, si je meurs ici lors d'un accident, ce n'est que la conséquence de mes actions passées. Les villages sont rares au Ladakh. Il y en a seulement 300 éparpillés
Le moine marcheur reprend son périple vers le temple de l'Insed qu'il veut atteindre avant la nuit. Quel âge avez-vous, grand-mère? Oh, je dois avoir dans les 100 ans. Vous savez où se trouve le temple de l'Insed? Oui, c'est par là. Ah, c'est par là. Il faut passer par ce col là-haut. Après plusieurs heures de marche, Tenzin arrive enfin au sommet. Avant de rejoindre le temple, il exécute un rituel qui a toute son importance. Ce tas de pierres s'appelle un lato. Dedans, il y a un esprit qui nous protège. Si les temples et les monastères sont perchés au sommet des montagnes, ce n'est pas pour éprouver la foi des fidèles. La raison est en fait beaucoup plus terre à terre. Le temple est loin du village, car le bruit nous empêche de nous concentrer pour prier. C'est écrit dans les textes sacrés. Le temple doit être à l'écart du village. Il faut monter doucement là-haut, ne pas aller trop vite, parce que la côte est très raide et qu'il est difficile de reprendre son souffle. Mais quand on arrive, on se sent vraiment bien. Le temple se trouve à 4700 mètres d'altitude. La porte est fermée avec un simple ruban, pourtant il contient des objets de grande valeur, souvent en or. Mais ici, personne ne se risquerait à les voler, car une mauvaise action dans cette vie déclencherait une vie de souffrance dans la prochaine. Tenzin va méditer ici pendant plusieurs jours avant de reprendre la route vers son monastère. Car il le sait, la suite du chemin ne sera pas de tout repos. Depuis des heures, Ajay roule sous une pluie torrentielle. C'est dangereux. La pluie me cache les trous. Il faut surtout pas que j'en prenne un. Et puis il y a un autre problème. La route est étroite et détrempée. Elle peut s'affaisser à tout moment. La route se transforme peu à peu en une piste boueuse. Ali et Ajay ne sont pas très rassurés. Pourtant, cela fait 6 ans qu'ils font ce trajet toutes les semaines. Ils approchent du col du Rotang, à 4000 mètres d'altitude. Et comme si la pluie ne suffisait pas, le brouillard entre maintenant dans la partie. Ah mince, il va falloir reculer. Des conditions extrêmes qui rendent les manœuvres délicates. Le ravin n'est jamais très loin. Là, je commence à fatiguer. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fermé l'œil. On travaille beaucoup, mais on ne gagne pas lourd. Bon, je ne fais pas ça pour le plaisir, mais tout simplement pour gagner ma croûte. Des risques quotidiens pour un salaire de misère. À 38 ans, Ajay risque sa vie tous les jours pour à peine 160 € par mois. Tout juste de quoi payer les études de ses 2 filles et nourrir sa famille. Il reste encore 8 km avant d'atteindre le sommet. Encore des heures de galère. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Allez, avance, toi. J'ai l'impression qu'on est bloqué. Va voir ce qui se passe devant. Quelques mètres plus loin, c'est un spectacle de désolation. Des dizaines de véhicules sont enlisés, bloqués par la boue.
Elle démarre plus. Pourquoi? C'est à cause de la température qui baisse. Vous êtes bloqué depuis combien de temps? Ça fait 30 minutes dans cette foutue boue. Vous n'y arriverez pas comme ça. Il faut la tirer. Ouvre le capot. Accroche la corde par-dessous. C'est le mois de juillet. En cette saison, la route est très fréquentée. Les Indiens fuient la chaleur étouffante des villes pour se réfugier dans leur village en altitude. Certains regrettent déjà de s'être lancés dans l'aventure. Vous aviez déjà pris cette route? Non, c'est la première fois. Vous ne saviez pas qu'elle était dans cet état? Bah non, je n'ai jamais fait une route pareille. Parfois, il faut plusieurs jours pour sortir les véhicules de la boue. Ça y est, la route semble dégagée. Il y a encore combien de kilomètres dans cet état? Avec la boue, entre 3 et 4 km. C'est surtout dangereux pour les petites voitures. Tu crois que je passe avec mon camion? Ouais, t'inquiète pas, tu vas y arriver, c'est sûr. Pas si sûr. Au moment de repartir, Il faut mettre une pierre. Attends, je vais demander de l'aide. Vite, vite, vite. Allez, on pousse. C'est parti. Vas-y, vas-y, c'est bon. Avance, avance, avance. après 5 heures d'attente, Adjaï et Ali quittent enfin le bourbier. Aujourd'hui, ils ont eu de la chance. La dernière fois, ils étaient restés bloqués 8 heures. Quand ils arrivent en haut du col du Rotande, à 4000 mètres d'altitude, l'équipage a pris une demi-journée de retard. Ses copains s'inquiètent. Allô? Allô? Ali? Eh oui, j'arrive. Je viens juste de passer le col. C'était mon copain Ali. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé à quel endroit j'étais mort, cet imbécile. Pour rattraper le temps perdu, la descente va se faire pied au plancher et à l'aveugle sur une route transformée en patinoire. Les déserts ne naissent pas forcément sous un soleil aride. Le manque d'oxygène et le peu de précipitations ont façonné les montagnes du Ladakh en désert d'altitude. Comme au Sahara, la végétation y est rare, mais des nomades en ont fait leur territoire. Les Tchangpa vivent dans des conditions extrêmes. Ils élèvent des yaks, des moutons et surtout un animal précieux, la chèvre Tchangra. Elle produit l'une des laines les plus fines au monde, que l'on appelle pashmina. Les nomades la surnomment l'or en fibres, une richesse qui les pousse depuis des générations à vivre dans ces hautes montagnes. Car plus l'altitude est élevée, et plus la chèvre produit une laine de qualité. Aujourd'hui, la tribu lève le camp. Les Tchangpa sont obligés de se déplacer constamment pour trouver de quoi nourrir leurs bêtes. En 3 heures, le camp est démonté.
Chaque départ pour la transhumance est un grand jour pour la tribu. Allez, dépêchez-vous, on doit partir. Voilà, j'arrive. Les femmes sortent leur pérak, des coiffes ornées de turquoise. Elles en commencent la confection dès qu'elles sont en âge de se marier, et tout au long de leur vie, elles y ajoutent des pierres. Ces parures sont considérées comme des protections divines pour l'humanité, mais pas seulement, elles sont aussi un signe extérieur de richesse. Plus il y a de turquoise, plus la famille est riche et puissante. Grand-père, je peux porter ton sac si tu veux. Non, ça va aller, merci. Selon les ethnologues, ce mode de vie aura disparu dans 10 ou 20 ans. Car dès qu'ils le peuvent, les jeunes prennent la route des grandes villes à la recherche d'un confort plus moderne. Mais certains s'accrochent. Barkham, lui, refuse d'abandonner ses yaks. La vie est très dure ici. Il fait très froid, surtout l'hiver. Il peut faire jusqu'à moins 30. Avant, il y avait presque 70 familles de nomades. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une quinzaine. C'est plus confortable de vivre en ville, mais il n'y a pas de boulot. Et même si on trouve un travail d'ouvrier, c'est très dur aussi. Depuis toujours, j'ai vécu dans ces montagnes, au milieu des chèvres, des yaks et des moutons. Je ne manque de rien ici. Pour nous qui sommes nés dans la montagne, c'est mieux d'y rester. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? On leur dit de faire comme nous. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, pas grand-chose. On leur transmet notre savoir, et puis on leur demande de continuer à vivre comme ça. Après 6 heures de marche, l'Eldorado est en vue. Une petite rivière et de maigres langues de verdure vont faire le bonheur des hommes et des bêtes. Ce campement, ils le connaissent bien. Ils y reviennent chaque année. Grâce au cours d'eau, l'herbe repousse rapidement. L'abondance de nourriture énerve les bêtes. Tout le monde participe à la reconstruction du camp. Dolma et son mari abandonnent peu à peu la tribu. Ils ne viennent plus que l'été s'occuper des quelques bêtes qu'ils ont gardées pour améliorer l'ordinaire. On a vendu presque toutes nos bêtes, nos chèvres et nos moutons. On a juste gardé nos yaks. C'est pour ça qu'on est là. Pendant l'hiver, on habite une petite maison, à lait. Tu veux un gros caillou? Non, il faut juste tirer la corde. Ces nomades iront bientôt grossir les bidonvilles de lait, la capitale. Un jour, le désert des hautes montagnes redeviendra complètement silencieux. Ou presque. Il y aura toujours le bruit d'un vieux moteur hors d'âge pour venir rompre le silence. Ajay essaye de rattraper son retard. Dans la descente, il prend tous les risques. Quand il croise un autre camion, lui et son copilote n'hésitent pas à forcer le passage. Vas-y, tu peux avancer un peu. Ah non, c'est pas possible, on va se retrouver coincé. Courageux mais pas fou, il recule. Merci d'avoir reculé, Ajay. T'as pris des risques, hein? À charge de revanche.
Ajay fonce, mais un imprévu va le stopper net. Ah mince, c'est le camion d'un copain. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Cela fait près de 2 jours que son copain est en panne sur le bord de la route. Généralement, entre chauffeurs, c'est chacun pour soi. Les retards coûtent trop cher. Mais pour un ami, ce n'est pas la même chose. Passe-moi la clé là. Quelle clé? La clé de 17 qui est là dans la trousse à outils. C'est ce simple boulon qui est à l'origine de la panne. Il était grand comme ça. Il s'est cassé net. Cette partie-là doit s'emboîter ici. Les camions sont vieux et rafistolés, usés jusqu'à la corde. La mécanique ne résiste jamais très longtemps sur ces routes défoncées. Fais attention à ne rien casser d'autre. Depuis hier soir, j'ai perdu au moins 17 heures à cause de cette panne. Ce retard va me coûter cher. Ça va me faire perdre au moins 150 euros. En combien de temps vous gagnez 150 euros? 15 jours. Maigre récompense à la couleur peu naturelle. C'est quoi ça? Des courcourets. Des chips quoi. Et ces couleurs, c'est fait comment? Ben, je sais pas, c'est fabriqué dans une usine. Personne ne sait comment ils sont fabriqués, mais ça ressemble pas vraiment à de la nourriture. Ajay doit maintenant affronter l'un des cols les plus hauts du monde, le Taglanla. Le passage est situé à 5000 mètres d'altitude. Si la météo reste bonne, il n'y aura pas d'embouteillage et Ajay pourra peut-être rattraper son retard. Le Ladakh est traversé par l'Indus. Sur ce fleuve qui a donné son nom à l'Inde, les ponts sont rares et les chemins qui mènent au Nirvana, dangereux. Dans cette petite nacelle, Tenzin, le moine marcheur, va devoir appliquer ce qu'il apprend depuis des années au monastère, savoir rester zen, quoi qu'il arrive. Il va mettre 3 quarts d'heure pour traverser le fleuve. C'est vraiment très dur de faire ça. Il y a une sacrée distance à parcourir. Et puis la corde n'est pas vraiment adaptée à ce genre de choses. Ah, je suis mort de soif. Et je suis fatigué. C'était vraiment dur. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai les lèvres complètement sèches. Mais je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de pont. Et c'est pour tout le monde pareil. Leh, la capitale du Ladakh. La ville est perchée à près de 3500 mètres d'altitude. Il y a moins de 40 ans, c'était encore un gros village. Aujourd'hui, grâce au tourisme, la ville se développe à un rythme effréné. On y croise toutes les nationalités, toutes les religions et surtout beaucoup de bouddhistes. Chaque jour, ils font tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ces nombreux rouleaux installés en ville. On appelle ça des moulins à prière. Selon la croyance, quand on les actionne, une prière se répand dans les airs. Tenzin ne prie pas pour le salut de son âme. Il prie pour l'humanité,
pour essayer de rendre l'homme et le monde meilleur. Car chez les bouddhistes, Dieu n'existe pas. Le moine regrette cette course à la modernisation, mais ne la rejette pas. Pour lui, ces nouvelles richesses font plus de mal que de bien. Il estime qu'une vie plus simple permettrait de sauver plus de vies. Une fois en allant à Manali, j'ai été témoin d'un accident de la route. Les passagers de la voiture étaient dans un état très grave, presque morts. Les gens croient qu'ils vont se faciliter la vie en achetant une voiture, mais pas du tout. Les voitures les tuent. Quand on achète quelque chose, c'est pour du bonheur, pas pour la mort. Face au danger, s'il pouvait faire autrement, Ajay rendrait son volant immédiatement. Sa vie de chauffeur, il ne l'a pas choisie, c'est le seul métier qu'il connaisse. Et son permis lui a coûté trop cher pour s'arrêter maintenant. Pour une fois, la montée du Taglanla s'est faite sans encombre. À 5360 mètres d'altitude, ce col est un des plus hauts du monde. Ajay fait une courte pause pour habituer son corps au manque d'oxygène. Il y a très peu d'oxygène à cette altitude. On s'essouffle vite. Parfois, ça provoque un mal de tête terrible et parfois la mort. Allez, il fait trop froid. En route. On repart. C'est bientôt la fin de son voyage. Dernière halte mystique avant d'arriver à Leh. Pas question de passer devant ce mausolée sans lui rendre hommage. Il y a quelques années, à cet endroit, un chauffeur est décédé d'une mort violente. Depuis, selon les camionneurs, son fantôme hante cette partie de la route. Pour s'attirer ses bonnes grâces, les chauffeurs déposent des offrandes, comme des gâteaux. Mais parfois, le mort a des demandes particulières. Parfois, il a soif et nous demande de l'eau. Alors on lui en donne. Des cigarettes aussi. C'était un mécanicien. Il est mort en faisant son travail. Alors maintenant, il protège tous les camions de la route. Il est là pour veiller sur nous. Moi aussi, j'ai été mécanicien. Et après, je suis devenu chauffeur. Lui, il n'en a pas eu le temps. Son camion ne démarrait pas. Alors le chauffeur a demandé à son mécanicien de placer une pierre sous la roue. Mais la pierre était trop petite et le camion a reculé sur le mécanicien. Il a été écrasé. Depuis son départ de Manali, Ajay conduit sous tension. La fatigue commence à se faire sentir. Après 500 km de route défoncée et 7 jours de voyage, Ajay et son copilote arrivent enfin sur leur lieu de livraison. Pas question de traîner pour décharger le camion. Allez, il faut se dépêcher de vider le camion. Les 9 tonnes de goudron sont débarquées en un rien de temps. Mais ces quelques minutes grappillées n'empêcheront pas son patron de les mettre à l'amende. Ils ont mis 2 jours de plus que d'habitude. Je suis allé faire signer le reçu. Sans ce papier, on ne peut pas être payé. Il m'a dit de lui donner 15 €, sinon il ne signait pas. Ça arrive souvent ? Oui, c'est toujours comme ça quand on arrive avec du retard.
2 jours de retard qui leur coûtent 10% de salaire. Les deux compères reprennent immédiatement la route. Ils repartent sur Manali récupérer une nouvelle cargaison de goudron, en espérant que cette fois-ci, la route leur sera favorable. Pour une fois, Tenzin, le moine marcheur, va prendre un bus. Mais il a une bonne raison. Est-ce que cette place est libre? Ah non, elle est réservée. Il veut se rendre à la grande fête religieuse de Hémis. Elle commence dans quelques heures. Il n'a pas le temps d'y aller à pied. Pourquoi il y a autant de monde dans ce bus? Pour desservir tous les villages, il n'y a que 2 bus par semaine. Et vous allez où, madame? Je vais au festival de Hémis. Pour assister à cette cérémonie religieuse, certains sont prêts à prendre des risques. Le bus est plein à craquer, et même si c'est un moine, personne n'est prêt à lui céder sa place. Le voyage dure 2 heures. Le monastère de Hémis est pris d'assaut par une armada de touristes. Cette cérémonie se déroule 1 fois par an. Elle attire de nombreux étrangers. Certains ne se montrent pas toujours respectueux avec le caractère sacré de l'endroit. Pour une belle photo, ils sont prêts à tout. Ces danses sacrées commémorent la naissance de Padmasambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain. Il y a encore peu de temps, ces danses étaient célébrées dans le secret des monastères et limitées à un petit cercle d'initiés. Pour Tenzin, il y a trop de touristes. Il ne se sent pas très bien au milieu de tous ces étrangers. Les moines qui dansent ici ne se donnent pas en spectacle. Ce n'est pas un jeu. Pour les touristes, ces cérémonies sont vues comme un divertissement. Or, si le sens de tout ça vous échappe, c'est qu'une certaine part de réalité vous échappe. Depuis quelques années, certaines agences de voyage sponsorisent le monastère et les moines. Beaucoup de places sont réservées pour les touristes. Et malheureusement, ça se fait au détriment des bouddhistes. Ce n'est pas une attitude qui s'inscrit dans le bouddhisme. Tout le monde ici doit être le bienvenu. Et l'argent ne devrait pas avoir sa place ici.